Bonjour à tous et bienvenue dans Ground and Pound. Bon, je suis un peu malade, donc je m'excuse d'avance si j'ai une voix un peu bizarre, si je parle un peu avec le nez. J'ai passé une semaine compliquée. Aujourd'hui, on va parler de la soirée MVP, Most Valuable Promotion de notre Cassos international, Jake Paul. J'apprécie pas beaucoup le personnage, vous vous en doutez, vu que j'apprécie pas grand monde sur Terre. Euh, Donc la soirée, c'était principalement 4 combats. On avait en main event Ronda Rousey contre je sais plus qui. Donc clairement c'était Ronda Rousey à tête d'affiche. Ensuite on avait Ngannou contre je sais plus comment il s'appelle, Lince. Son nom de famille c'était Lince. Ngannou Lince. Ensuite on avait Mike Perry contre Nate Diaz. Troisième grosse affiche. Et le quatrième gros fight c'était Parnas contre Kenneth Cross. Kenneth Cross, c'est ça. Et le cinquième, c'était Robelis contre Dos Santos. Junior Dos Santos, un ancien heavyweight de l'UFC. J'ai vu que 4 combats sur cela. J'ai pas vu celui de Robelis contre Dos Santos, donc je vais pas en parler. Je vais parler des 4 autres. Et il y a un truc que je voulais quand même commenter la soirée en général avant. J'ai regardé en replay, donc j'ai regardé que les fights. J'ai pas vécu l'interround et tout. Mais tous ceux qui ont regardé en direct, sachez que vous n'êtes pas des fans de MMA. Vous êtes des fans de freak show, vous êtes des fans d'exécution, vous êtes des fans de je sais pas trop quoi, parce que là, la soirée, il y a eu 3 combats sur les 4 que j'ai vus qui sont finis en un round. Celui de Dos Santos que j'ai pas vu, c'est aussi fini en un round. Et celui de Mike Perry Diaz qui s'est fini en 2 rounds. C'est-à-dire que sur la main card, vous avez regardé plus de pub que de MMA. Donc vous êtes levé à 3 heures du matin, tout ça, c'est dur. Et vous avez regardé plus de MMA que de pub que de MMA. Donc j'espère que vous n'êtes pas fiers de vous être levé. À part ceux qui sont levés pour Ngannou, là je peux comprendre. Ngannou, il y a vraiment un truc. C'est le champion linéaire. Donc le mec qui a battu le mec qui a battu le mec. Poids lourd, donc c'est encore techniquement l'homme le plus fort de la planète. Jusqu'à preuve du contraire. Il a un physique aberrant. Voilà. Ceux qui sont levés pour Ngannou, à la rigueur, je peux comprendre. Même si, bon, il affrontait un moins de 93 kilos. Qui montait de KT pour l'occasion. Non, mais il montait de KT contre Ngannou. John Jones, qui est quand même un mec qui a un peu de niveau, quoi. C'est le GOAT, c'est un mec il est invaincu. Enfin, il a fait du développé couché pendant 2 ans à nous dire qu'il se préparait alors qu'il attendait juste que Ngannou parte. Donc là, vous faites monter un 93 kg lambda contre Ngannou. C'était sûr qu'on allait aller vers une exécution sommaire, ce qui n'a pas manqué. Donc voilà, c'était un peu mon commentaire sur l'événement. Ça avait l'air plutôt bien organisé. Pareil, les arbitres étaient assez révélateurs du show. On en parlera dans les fights. Et ce qui était révélateur, c'est que il y avait un seul combat avec un enjeu à peu près sportif, celui d'Ngannou. Même si Ngannou il a 39 ans, il est encore compétitif en MMA, il est sur une série de victoires de malade. Lynn c'est pas trop vieux. Tous les autres combats, c'était des combats entre Ronda Rousey et l'autre, elles ont arrêté les deux avant 2020 le MMA. Le dernier combat, je crois que les deux c'était en 2016, un truc comme ça. Ned Diaz, on l'a vu, il est complètement rincé. Mike Perry, pareil, il a quitté l'UFC en 2016. Euh, bon, euh, et, euh, et Parnas, il y avait aussi un enjeu sportif. Mais bon, voilà, en face, on avait une chèvre, on en parlera. Donc, les 2 combats principaux, donc Diaz et Ronda Rousey, qui clôturaient la soirée, étaient après, donc étaient plus mis en avant que les 2 combats qui avaient un intérêt sportif. Ça montre bien le type de soirée dans lequel on était. Ça n'arrive pas à l'UFC, ça. Le main event, c'est toujours un combat pour le titre, c'est toujours le combat avec le plus d'enjeux, etc. Donc ça montre bien que c'était pas un show de MMA sérieux. Donc arrêtez ceux qui disent que MVP va concurrencer l'UFC, MVP vont faire des braquages. Comme là, ils ont fait un braquage, je crois qu'il y a eu un nombre de vues. Ça a été le contenu le plus vu sur Netflix du week-end. Ils vont faire des gros braquages, mais ça va s'arrêter là. Ça va pas être une orgasme sérieuse. On va rentrer dans le détail des combats et je vais expliquer pourquoi dans le détail des combats. Donc déjà, pardon, on va commencer dans l'ordre des fights par le combat de Parnas. Donc on va faire du premier fight au dernier fight. Donc, euh, Parnas, il a affronté Kenneth Cross. Je suis allé voir un peu après le combat le palmarès de Kenneth Cross. Kenneth Cross, il a la majorité de ses fights qui sont. Je crois qu'il a 18 fights. Mais je vais vérifier vite fait, j'ai pris des petites notes parce que on bosse ici. Hein.
Euh, Kenneth Cross, il a fait 18 fights sur ses 21 dans des orgas régionales du Michigan. Le Michigan, c'est 11 millions d'habitants. C'est à peu près autant que l'Île-de-France. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un mec qui avait fait quelques combats limite amateurs, allez, pro, on va dire pro, parce que je compte pas les combats amateurs. Parce qu'il en a fait aussi des combats amateurs dans des orgas du Michigan. Dans une orga de l'Île-de-France, que personne connaît, hein. Personne sait me citer actuellement une orga Île-de-France. Moi j'en connais une parce que voilà, il y a l'autre là, Dave, je crois qu'il s'appelle, le gars de Fernand Lopez, le baraquet là, qui est ceinture noire de JJB, qui a combattu Lion FC, ça a fait un peu de bruit, mais personne connaît ses orgas. Et un mec comme ça qui aurait affronté le champion du KSW qui est une grosse orga européenne. Donc c'est évident que le mec allait se faire marbrer. Et il a combattu au Bellator, il a perdu. Il a fait un seul combat au Bellator, il a perdu. Il a fait un combat dans la Weight Contender Series. Il a fait une victoire par décision unanime, mais il n'a pas été pris à l'UFC. Donc, et il est arrivé dans la Weight Contender Series probablement parce qu'il était américain. Et que c'est plus facile quand on est américain sur les organes régionales de rentrer à l'UFC, etc. Donc, tous ceux qui disent c'était un vrai test pour Parnasse et tous les sauceurs de Parnasse, là, arrêtez. En fait, il est passé juste d'un peintre polonais à un plombier américain. La seule différence entre les deux, c'est que les Américains ils sont à cheval sur les équipements de protection individuelle. C'est-à-dire que le plombier américain, il bosse avec des lunettes de sécurité et des gants. Alors que le plombier polonais, ou le peintre polonais, ou ce que vous voulez, n'importe quel corps de métier du bâtiment, lui, il bosse sans aucun EPI. Quand il doit mettre un coup de disqueuse, il plisse les yeux. Enfin, c'est la seule différence. Mais en termes de niveau MMA, c'est pareil. Il a pris des plombiers, il a pris un plombier. Un plombier qui est venu quand même avec une bonne stratégie qui était de pas striker. Donc, c'est pas parce qu'il est plombier qu'il est bête. Il est de pas striker. Ça n'a pas marché parce que il était aussi au-dessus en lutte, Parnasse. Euh, Après, Parnasse a montré quand même deux trois trucs pas mal, malgré parce que en fait, adversité, elle en dit pas beaucoup sur le niveau. C'est facile de paraître fort contre un nul. Déjà même, vous prenez un mec qui a un niveau régional, il affronte un débutant, vous allez vous dire, ouais, le mec, c'est Conor McGregor en fait. Alors que pas du tout. La performance est toujours relative. Relative, pardon. Surtout dans un sport d'opposition. C'est pas l'athlétisme, même si vous courez sur la piste, on mesure votre temps et on sait combien vous avez fait. Là, la performance, elle est relative à une adversité. Dans les sports d'opposition. Notamment quand vous faites des tricks, tout ça, bah, les tricks sont plus faciles à passer contre un nul, coup de pied retourné, tout ça, que contre un mec fort. Et là, c'était pareil. Donc on sait pas évaluer le niveau de Parnasse. On en parlera dans une vidéo, mais à mon avis, c'est pas celui qu'on croit. Euh, donc il n'était pas là pour la performance. Il faut arrêter de dire ça. Il n'était pas là pour le challenge. Il a combattu pour 70 000 euros. Donc il savait qu'il n'y avait pas de risque. Euh, alors déjà là, on voit bien que c'est sûrement une carotte, c'est prime du KSW. Il est venu pour prendre la hype américaine et sur une grosse carte. L'autre, la Hatch, il est arrivé dans la salle avec des lunettes de soleil. On ne sait pas s'il est venu se faire filmer ou s'il est venu pour coacher Saladin. Probablement qu'il ne coach pas Saladin, de toute façon, je pense qu'il est juste manager. Mais il préfère le flow à la performance Saladin. Il est venu dans une salle. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés dans un gymnase, une salle de MMA, où il y a un event, une arena, c'est le mot que je cherchais, une arena avec des lunettes de soleil. Il fait sombre dans ces endroits-là. Vous ne voyez strictement rien. Parce que les projecteurs, c'est des lumières directionnelles, vous voyez rien du tout. Ils voyaient même pas ce que faisait Parnasse dans la salle. C'est dans la cage. C'est n'importe quoi. Après, Parnasse, il a montré deux trois trucs quand même qui montrent qu'il a un niveau. Parce que même contre un débutant, c'est dur à faire. C'est les transitions et la vitesse. La vitesse, on la voit. Bon, les gens sont avec les mêmes caméras. Donc peu importe qui vous affrontez, les caméras étant à peu près les mêmes, hein, la vitesse ressort pareil. Et on voit que quand même, il est très très rapide dans ses transitions au sol, en lutte, et dans ses esquives. Il a un coup d'œil, il est très très réactif, très explosif. Ça, on le voit. J'ai pas de débat là-dessus. Et à un moment, quand même, il passe d'un takedown, transition vers le dos, enfin de la montée vers le dos, très très rapidement. Il ferme un triangle de corps très rapidement. Bon, dans le sol, il y a toujours une part de, en fonction à quel point l'adversaire est amorphe et se laisse faire parce qu'il n'a pas de niveau. Mais quand même, réussir à le faire aussi vite, avoir d'aussi bons réflexes, ça montre un niveau au sol. Mais après, il faut qu'il fasse attention parce que là, il a vraiment envoyé du bois.
Alors il a du cardio quand même, là. Il a fait un round où il a vraiment du bois. Je pense qu'il veut faire le spectacle. Mais on voit plusieurs fois, il s'est jeté. Donc là, j'ai vu Hatch, il a call out Poirier. À un moment, il se. Bon, Cross est au sol, Kenneth Cross est au sol. Il lui envoie une énorme golden. Cross, il bouge un petit peu, son poing, il tape le sol. En mode Superman. Et à un moment, quand il est debout, Cross est contre la cage, il lui envoie des marmules dans le vide. Énorme, et il se fait emporter par ses coups. Hatch ne call out pas Poirier. Même Poirier sorti de retraite. Saladin, il fait ça, il s'est emporté sur un coup. Il fait dodo, direct. Il va se faire contrer, il va dormir. Peu importe l'angle, la position, Poirier va avoir le coup d'œil, il va lui mettre, il va l'endormir. Donc reste humble, Hatch. Monte doucement, intègre l'UFC, fais du 50k plus 50k, prends 2-3 mecs pas crankés à l'UFC et après tu pourras discuter. Et puis Saladin, il a quand même un gros physique, faut lui reconnaître ça. Gros physique de Saladin. Donc maintenant on attend de voir la suite pour Saladin. Hein. Là c'était encore une fois un combat contre un plombier qui n'est pas du tout révélateur du niveau. Bon alors il y en a plein qui disent qu'à l'entraînement il est monstrueux, BSD, Nassourdine, etc. Mais bon, des champions de la salle, il y en a des millions. Hein. On attend de voir dans une vraie orga, l'UFC, quand les mecs... parce que à l'entraînement vous tapez pas à fond. Y a le grappling et la lutte, ok vous pouvez y aller à fond, mais tout ce qui est striking vous y allez pas à fond. Je pense que par exemple un BSD, à l'entraînement il doit pas être si fort que ça parce que son truc c'est de mettre beaucoup d'intensité, d'être violent. Et à l'entraînement tu peux pas être violent parce que sinon tu vas te blesser, tu vas pas pouvoir t'entraîner assez régulièrement pour progresser. Voilà, ça c'était pour notre Parnasse national. Je ferai une vidéo sur lui et Hatch, parce que là c'est le moment de la faire je pense. On va parler un peu de tout ça. Je vais sûrement faire pas mal de redit par rapport à cette vidéo, mais je vais apporter de nouveaux éléments. Donc maintenant on va passer au combat de Ngannou contre Lins. Alors, déjà, il y a un truc qui m'a choqué moi, c'est quand j'ai vu les bourses. Lins, il a accepté de monter dans la cage contre Ngannou pour 100 000 euros. Tous les gens qui regardent un peu le MMA de près ou de loin, même les casus qui regardent que les énormes events avec Ngannou, McGregor, Khabib, Makhachev, Khamzat, ils se sont un jour posé la question entre potes, est-ce que tu montes dans la cage pour 1 million contre Ngannou? Tellement le mec est terrifiant. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont répondu non parce qu'ils ont dit, ça vaut pas le coup de mourir pour 1 million. Et là, ils ont proposé la même question à Lins, mais ils l'ont dit pour 100 000 euros. Brut. Donc on va faire un peu d'arithmétique tout à l'heure. Il a dit ok. C'est-à-dire qu'en fait 100 000 euros brut, faut bien se dire un truc. Il a payé ses coachs. Il a payé son training camp. Il a payé son manager. Il a payé des impôts. Probablement, je sais pas, 20-30% peut-être. Parce que les États-Unis, il y a des impôts, hein, faut pas croire. Hein. Et donc, avec tout ça, là, il doit se retrouver avec environ 50 000 euros en poche. 50 000 euros en poche, sachant que probablement, alors je connais pas les contrats MVP, mais c'est comme notre organisation, probablement qu'il n'est pas soigné, qu'il n'a pas les frais de santé pris en compte. Donc là, il a pris un KO terrible. Peut-être qu'il s'est blessé pendant son camp, peut-être qu'il doit se soigner. Enfin, il va avoir des frais de santé. Et ça, même pas, on le compte même pas. On va dire 50 000 euros. Le mec a affronté Ngannou. Il a pris un KO terrible. Il a dû perdre 10 ans d'espérance de vie. Il n'est pas plus connu qu'avant parce que je connais toujours pas son prénom. Le mec va retomber dans l'oubli, comme Ferreira, comme les no-names qui affrontent Ngannou et qui le massacrent. Euh, pour 50 000 euros, le mec peut même pas s'acheter un appart à Clermont-Ferrand dans la diagonale du vide. Donc, ok, peut-être qu'il est brésilien, donc peut-être qu'à Rio de Janeiro, dans un favelas, il peut avoir le bidonville, la maison de fortune la plus grande du TIEX. Mais ça valait pas le coup, mon gars. T'as perdu 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Tu vas choper Parkinson à 50 ans, tout ça pour 50 000 euros. Il y a des mecs qui charbonnent un petit peu. Ils ont un CAP électricien. Ils charbonnent un peu le week-end. À l'année, ils les font. Hein. Sachant que là, tu peux pas combattre pendant encore au moins 3-4 mois avec vu la commotion que t'as pris. Tu vas pas gagner beaucoup plus cette année en fait. Donc voilà, c'est probablement une des décisions les plus débiles de l'histoire du MMA, d'être monté contre Ngannou pour 100 000 euros alors que t'es un light heavyweight, donc vraiment 93 kilos. Il y avait 16 kilos d'écart, je crois. Ngannou, il arrivait à 116 kilos. Et Lins est arrivé à 100 kilos. Un truc que je veux saluer, c'est le professionnalisme de Ngannou. Ok, Ngannou, il vieillit, on en parlera après, il y avait des problèmes, il y avait des lacunes dans ce qu'il faisait. Mais c'est un grand professionnel. Depuis le premier combat contre Miocic où il a perdu bêtement et qu'il a viré Fernand Lopez, à mon avis, les deux ne sont pas sans corrélation, mais j'en parlerai pas ici. Les avocats de Douala étant très très réactifs.
Je ne veux pas m'exprimer plus longtemps sur le sujet. Euh, il est venu avec un vrai physique, Ngannou. Sec, pas. Enfin, voilà. On a beau dire, hein, il a la génétique de malade, mais quand même, c'est du travail, ça. Hein. C'est pas. C'est du sérieux, du professionnalisme et du travail. Si jamais il mangeait vraiment n'importe quoi, il aurait pas ce physique-là. Bon, ce serait quand même un monstre, hein, mais il serait plus flotteux et tout. Là, il est arrivé découpé au laser. C'était une planche anatomique, son corps. C'est impressionnant. Sa ceinture scapulaire, mamma mia. C'était quelque chose. Hein. Et il arrive avec un game plan. C'est- On le voit, alors qu'il sous-estime pas son adversaire, en fait. Enfin, peut-être, mais pas dans sa préparation. On voit bien, peut-être que dans la cage, il sous-estime, pas dans la préparation. Il aurait pu se dire, ouais, non, je m'en fiche, je suis meilleur que lui partout. Le mec, c'est un no-name. Non, non, on voit bien contre Ferreira, c'était un gros striker avec un gros punch. Il est arrivé, stratégie de lutteur. Bam, je te lutte. Je te mets au sol, je te tabasse. Et là, contre Linz, c'est un Jitero. Il a essayé de striker, il a contré la lutte. Donc voilà. Linz, lui, est venu aussi avec une bonne stratégie. Hein. Il est venu, il a essayé de lutter pardon. Ngannou. Et, euh, et donc il a essayé de lutter Ngannou. Mais en fait, le problème, c'est que même si Linz, je pense qu'il a pas une mauvaise lutte. Hein. Mais la différence physique était telle que même si, enfin, si t'as pas 5-6 niveaux techniques de plus que ton adversaire, ça marche pas. On voyait bien quand Ngannou il gainait son corps, il se prolait un peu comme ça en mettant sa main en underhook. Ouah, c'est impossible. C'est impossible. En fait, c'est ça, c'est que Linz, il avait un double challenge. C'est qu'il fallait que sa technique soit suffisante pour être au-dessus de la technique de Ngannou. Techniquement, Ngannou, c'est pas un nul. Hein. Et en plus de ça, qu'elle soit assez élevée pour compenser l'écart physique. C'était impossible. Donc voilà, il a crânement joué sa chance. Le grand endpoint d'Ngannou est terrifiant. À un moment, Ngannou il sprawl, il commence à mettre des patates. C'est ça qui fait peur avec Ngannou, c'est que il y a plein d'athlètes, même en poids lourd, hein, quand ils mettent des patates sans amplitude, ils font pas mal. C'est normal, hein, c'est biomécanique. Les patates elles partent avec tout le corps, quand c'est que le bras, ça fait pas mal. Là, à un moment, Linz il attaque, il attaque un single leg, ils se retrouvent en turtle parce que Ngannou il fait un sprawl de colonel, et Ngannou commence à lui mettre des petites patates dans l'oreille. D'habitude, les athlètes, ce qu'ils font, ils bougent un peu pour que la zone de frappe elle change. Ils mettent la main devant l'oreille pour se protéger. Ça passe. Ils arrivent à tenir le temps de recomposer, de faire quelque chose. Là, Lynch, il en a pris trop au cas. Il a essayé de faire ça. Hein. Le réflexe normal de combattant, qui a de l'expérience. Il essaie de faire ça. Au bout de 3-4 patates, il a à moitié KO. Il se met sur le dos pour arrêter de prendre des patates. Et là, Ngannou, il commence un grand endpound. Mamma mia. Et on voit que le grand endpound de Ngannou, il est travaillé. Il essaie de le coller à la cage pour plus qu'il puisse reculer, pour pouvoir frapper. C'est du très solide. Bref, Linz arrive à se relever, il continue le combat, et là, Ngannou, ouais, pareil, les clinches, les phases de clinch, un peu dans la même optique, des coups sans amplitude. En clinch, souvent, vous n'avez pas d'amplitude. On voyait que quand Ngannou, il tapait sans amplitude dans les côtes, il avait mal. Linz, même des fois, il lâchait le clinch, alors que la stratégie, c'était de lutter, parce qu'il avait trop mal des frappes au clinch. Vous imaginez? Il sait qu'il ne doit pas striker, mais il préfère striker que d'être au clinch et se prendre des petites frappes. C'est dingue. La puissance qu'il doit avoir Ngannou, c'est phénoménal. Et bon, après, Ngannou lui a mis une énorme golden arrière du crâne. Normalement, quand quelqu'un tape à l'arrière du crâne, enfin, même pas à l'arrière du crâne, sur le côté du crâne, c'est une partie vachement dure. C'était pas la tempe. Normalement, quelqu'un de normal, il peut se péter la main. Là, on a eu l'impression que Lynch s'est pris un coup de batte de baseball dans le côté du crâne. Hein. C'est impressionnant. Après, Ngannou doit quand même faire attention. Là, c'est passé contre un Linz. Mais on a vu qu'il était beaucoup ouvert. Il a pris pas mal de coups assez puissants de Linz. Mais bon, c'est assez puissant pour un 93, donc Ngannou, il a même pas, il les a mangés, mais même pas comme des Maltesers, parce que quand vous mangez un Malteser, vous reculez un peu la tête. Là, il les a même pas sentis en fait. Mais contre un mec conne plus fort, ça peut. Après, je pense que Ngannou, il a la tête bien fixée au corps, hein. Mais ça pourrait faire mal. Donc, est-ce que c'est l'âge ou des failles techniques qu'on n'avait pas forcément vu avant, ou est-ce que c'est juste qu'il savait que c'était Linz, que le mec il faisait 20 kilos de moins que lui, qu'il a senti dès le début qu'il avait pas la puissance pour l'inquiéter, même en striking. Je sais pas. Je sais pas, mais ce qu'on retiendra de ce fight, c'est vraiment que il y a un homme qui a répondu oui à la question est-ce que tu montes pour affronter Ngannou dans une cage contre 100 000 euros. Il l'a fait. On le respectera jamais pour ça. Et on lui souhaite un prompt rétablissement après les dommages qu'il a pris au cerveau le week-end dernier. Et je vais pas parler du combat de Ronda Rousey qui s'est terminé sur une clé de bras. Voilà, enfin, elle a double leg au sol, montée directe.
Par contre, la clé de bras pas facile à mettre, hein. Voilà, donc c'était un freak show bien comme on aime. Tous les combats sont finis au premier ou deuxième round. Il n'y avait aucune technique de MMA, c'était que de la bagarre. Euh, Nate Diaz, il a plus rien dans le sac. Je vais même pas. Enfin, je vais en parler très très vite de Nate Diaz, mais Nate Diaz, il avait plus ce qu'il fallait. Déjà physiquement, l'écart physique entre lui et Mike Perry, c'était phénoménal. Nate Diaz, il voulait pas striker dès le début du combat. Alors, il envoyait son jab, il se faisait pas contrer, mais il doublait jamais. Jamais il faisait deux jabs d'affilée, jamais il mettait de jab bras arrière pour essayer de contrer. Il avait vraiment pas envie de striker. Je pense qu'il a plus ce qu'il faut mentalement pour prendre des coups, pour encaisser, pour. Enfin, s'il arrive à prendre des coups, il encaisse encore bien. On l'a vu, il est pas tombé KO, il a pris une salade de coudes, il saignait comme d'habitude. Mais il a plus cette envie d'y aller prendre des coups. Il subit, mais il est plus capable de déclencher ça. Donc il avait plus envie d'y aller. Toujours aussi dangereux au sol, hein, Ned Diaz, ça c'est animal. Tac, dès qu'il était au sol sur le dos, il a tenté clé de bras. Il a enchaîné sur un single X, leg lock. C'était pas mal. Mais ça, il a fait pendant le premier round. Et puis deuxième round, il a rien fait du tout. C'était scandaleux. Il s'est fait allumer. Il a rien tenté. Il fuyait limite le combat. Après, il avait son truc. Il attrapait la cage pour essayer de monter un head kick tout mou. Enfin, faut qu'il arrête, Ned Diaz. Faut qu'il arrête. Il a plus rien dans le sac. Il a vraiment plus rien dans le sac. Voilà, c'était ma réaction à la vidéo, enfin à la soirée MVP. C'était vraiment pas terrible. C'était le divertissement pur et dur. Mais c'était vraiment pas terrible en termes de MMA par rapport à l'UFC. C'était Ground and Pound.